nous allons appeler le phénomène qui s'appelle Nana Akufo-Addo, c'est-à-dire le meilleur ami du Lokoderm à travers Ouattara. Nana Akufo-Addo a trahi son pays. Il a trahi les honneurs de son pays. Il a trahi ce qu'il lui-même il disait qu'il allait prononcer au effort, c'est-à-dire le panafricanisme. Il a trahi l'honneur du noir. Bon, de toute façon, vous avez compris que aujourd'hui c'est le bal de tous les traîtres, c'est-à-dire les lécheurs de bottes Lokoderm finissent par s'observer, par se voir, c'est-à-dire le phénomène de la réalité, vu qu'on est dans l'ère du Verseau, permet de faire en sorte que on finit par voir les véritables visages. Il a trahi les noirs, il a trahi The Black Store pour le White Store, donc le Lokoderm. Vous avez très bien vu et vous voyez très bien la tournure de ce pays qui n'est plus un pays panafricain, du moins si panafricain que cela. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui représente plus le panafricanisme de l'ampleur même, de la souche même de la terre au Kama-Kachopa, c'est le Mali, même si effectivement ils ont encore beaucoup de problèmes à cause de la FR, qui sont devenus les meilleurs amis du Ghana, effectivement. Et malheureusement, les voisins qui se disent être dans la rébellion, c'est-à-dire la Guinée Conakry de Métis Doumbouya et effectivement d'Amiba du Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres, mais on dirait très bien qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter de devenir des personnes intègres, mais on verra dans la suite. Ils veulent davantage rapprocher la francophonie. Déjà, le Ghana, c'est assez particulier. Je me demande si les Ghanéens parlent tous à peu près leur langue naturelle. Et déjà, il faut se poser la question, parce que vous savez tous que les pays de l'Afrique de l'Ouest, en majorité, sont francophones. Même si la Sierra Leone, ils parlent en anglais, le Libéria, ils parlent en anglais, le Nigeria, ils parlent en anglais, et le Ghana. Il n'y a que le Cap-Verde qui parle une langue qui n'est pas totalement ni le français ni quoi que ce soit. On se rend compte que c'est pas trop dans ce sens que les représentants des pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, pensent. Eux tous, ils ont une vision très francisée. De toute façon, vous avez compris, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, bizarrement, je ne sais pas qui leur a dit de tous penser dans la vision occidentale. Ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est de savoir d'où est-ce qu'il vient. Qui est ce monsieur? Quel est son entourage? Qui sont ses gens les plus proches? Beaucoup ont dit que les personnes qui étaient assez proches de lui sont notamment Addo 1. Il a beaucoup d'amour pour sa vie qu'il a passée en Angleterre et dans d'autres institutions occidentales. Ce qui sera intéressant de dire aujourd'hui, ça sera de savoir qui est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il vient, quel était son parcours scolaire, parce que c'est son parcours scolaire à lui qui va nous déterminer la suite. Effectivement, il y a quelque chose d'important à comprendre, ce n'est pas toujours le parcours scolaire qui indique la suite des alternatives de certaines personnes. Il y a des gens qui peuvent avoir des parcours scolaires de haut degré, ils ont rencontré des personnes du haut standing et à la fin, ils n'ont pas envie de vivre ce milieu qu'ils trouvent superficiel, etc. Il y a d'autres qui ont vécu dans un système éducatif assez niais, je dirais moyen, bas, souvent faible, et plus tard, ils veulent tout faire pour être avec des personnes de la haute classe. Donc, le parcours scolaire n'est pas souvent déterminé et n'explique pas souvent la suite de l'histoire, mais dans le cadre aussi de Nana Akufo-Addo, comme certaines personnes, comme effectivement Ouattara et autres, Gnassingbé, etc., ça nous détermine effectivement la suite de la chose. Il y a des gens qui ont effectivement fréquenté des écoles de haut standing et qui veulent continuer leur vie de haut standing. Il y a des gens qui ont eu une éducation de moyen ou de faible standing et malheureusement ils vont rester dans ce niveau-là. D'autres arrivent à se élever sans toutefois arriver ou sans toutefois vouloir connaître ces gens, même s'ils les côtoient par moment. Donc il y a des choses comme ça dans la vie, ce n'est pas très déterminé. Mais pour certaines personnes, comme j'ai dit, comme Nana Akufo-Addo, la vie est déterminée. Il est né le 29 mars 1944 à Kébi. C'est un avocat de base et un homme d'État ghanéen. Membre du nouveau parti patriotique, il est le président de la République depuis le 7 janvier 2017 et il est élu président de la CEDEAO en 2020. Ouattara ne pouvait pas être président de la CEDEAO, ça allait être un peu trop bizarre. Il a relayé ça à Nana Akufo-Addo, qui est donc le président de la CEDEAO. Il s'appelle William Addo Dankwa Akufo-Addo.
né à Accra d'une importante famille de la royauté et de la politique ghanéenne. Donc, c'est pas l'enfant du voisin. Il n'est pas né de je ne sais pas où, donc c'est un enfant important. Ce n'est pas donc un hasard s'il était élu président à cette période de 2016-2017, donc je dirais approximativement 2017. Donc, il est le fils de Edward Akufo-Addo, qui n'est plus de ce monde. C'était un juge, avocat et homme d'État ghanéen, héros de l'indépendance et ancien président de la République de 1970 à 1972. Vous avez remarqué cette histoire que j'ai donc dit après l'exil, parce que c'est un exil qu'a eu Kwame Nkrumah. Après, donc, est venu un autre, donc quelqu'un qui avait fait des coups d'État et qui avait amené la corruption. Et durant cette période de troubles, la corruption et la gangrène a commencé à s'installer au Ghana. Et donc, c'était par rapport au père de Nana Akufo-Addo, qui est donc déjà de base, c'était déjà de base un esprit corrompu. Donc, ça ne pouvait que donner une graine corrompue. J'ai dit du mal naît le mal. Donc, effectivement, il est assez difficile que les bonnes choses sortent du mal. Il est aussi l'enfant de sa mère, Adeline Yebaokwa Afori-Atta. Donc, son père est né à Akopong, en Kwampem, et il a été donc le juge en chef du Ghana de 1966 à 1979. Donc, après, comme j'ai dit, après l'exil de Kwame Nkrumah, donc c'est ce monsieur qui, directement après lui, après ce régime panafricaniste, a engendré la corruption. Donc, ne soyez donc pas très étonnés de la suite de l'histoire du Ghana. J'ai envie de dire, l'enfant a continué ce que le père reste à dire, la corruption de l'esprit. Et donc, tel père, tel fils, effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs occidentales et aux visions religionnaires et sectaires locodémiques. Il était donc aussi le président de la commission constitutionnelle de 1967 et 68. Donc, il est installé avec les pions venus de l'Occident, notamment de la Grande-Bretagne. Ils ont installé leurs pions pour la corruption. Et je dirais que c'était effectivement un immense travail qu'a fait Kwame Nkrumah d'instaurer cette banque centrale, que même lui, le père, n'a pas enlevé aussi, parce qu'il aurait pu l'enlever, parce qu'il a aussi compris l'intérêt que ça pouvait générer d'avoir une banque centrale. Donc, effectivement, il a voulu, mais il a compris l'intérêt de préserver au moins ce cadeau qui était le plus intelligent de Kwame Nkrumah. Il était après le président de la République, donc comme vous l'avez compris. Et donc, le grand-père maternel de Nana Akufo-Addo était Nana Sir. Vous comprenez? Sir Ofori-Atta Ier, roi d'Akiem Abuakwa. Je répète bien, c'était donc un sir. Donc, comme vous l'avez compris, s'il a donc été nommé sir, mes frères, mes sœurs, et non, mes sœurs, donc pour faire même dire mes frères, my brothers and sisters, s'il a été nommé sœur, c'est-à-dire le grand-père Nana Akufo-Addo, ils étaient déjà affiliés au service de la royauté, donc de la pauvreté britannique. C'était déjà une famille qui avait des penchants liés à la soumission occidentale, britannique de surcroît. Le grand-père Nana Akufo-Addo était donc Sir Afori-Atta, roi d'Akiem Abuaka, qui était un membre du conseil exécutif du gouverneur de la Gold Coast avant l'indépendance du Ghana. Donc, c'est eux qui voulaient préserver peut-être toujours cette vision monarchique, etc. Il est le neveu de Kofi Asante Ofori-Atta et de William Ofori-Atta. Son grand-oncle, Jibe Danka, est un membre de la Big Six. Il s'agit d'un groupe formé de 6 personnes. C'était les leaders de la convention du Gold Coast, UGCC, or United Gold Coast Convention. Et donc, c'était un parti politique du moment où effectivement le Ghana était encore une colonie britannique. Ils ont créé ce parti dans les environs des années 1940. Les membres du Big Six sont, comme vous l'observez, de la gauche vers la droite. On a Kwame Nkrumah, Obetsebi Lamte, Dr Ako Adjei, Edward Akufo-Addo, Jibe Danquah, William Afori-Atta. Et après, bon, vous savez, comme dans tout groupe de Noirs colonisés, malheureusement, je ne dis pas que tous les Noirs colonisés font la même chose, mais nous sommes à une période particulière où
il y avait déjà pas mal de vendus et des gens avec des idées de vendus. Donc effectivement, ce type de groupe qui pourrait s'affilier à des clubs, effectivement, parce que c'est toujours un nombre restreint, finit toujours à la fin par se démanteler pour des raisons de corruption spirituelle et donc de corruption aussi matérielle. Des petits groupes dans le groupe se sont formés avec des affiliations assez tordues. Donc effectivement, beaucoup sont partis rejoindre, ou peut-être d'autres depuis le départ travaillaient déjà avec les sociétés secrètes occidentales, britanniques en particulier, pour s'infiltrer dans le groupe et ainsi voir comment le détruire plus tard. C'est toujours comme ça en fait, c'est toujours comme ça malheureusement, mais ça ne veut pas dire que c'est un phénomène accepté, mais c'est majoritairement c'est comme ça dans les groupes. On ne sait jamais qui est qui, on ne sait pas ce qu'il va faire, on n'a aucune preuve que cette personne ira jusqu'au bout, comme il y a des panafricains qui ne vont jamais jusqu'au bout, il y a d'autres qui vont jusqu'au bout, donc c'est jusqu'à la mort, il y a d'autres qui ne vont pas jusqu'au bout et ils laissent tomber. Et nous avons aussi eu de faux panafricains comme Nana Akufo-Addo qui également, tôt ou tard, ont fini par montrer leur véritable visage parce qu'il n'a jamais été un panafricain. Donc, comme vous l'avez compris, il commence ses études primaires, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'école des garçons du gouvernement de Adabraka et ensuite à l'école Howard, maintenant appelée Kimbu, dans le quartier d'Accra central. Et il part ensuite au Royaume-Uni pour étudier à Lancing, dans le Sussex, pour l'obtention de son O-Level. Bon, ça c'était avant, c'est plus actuel, et donc de son A-Level, abréviation de Advanced Level. C'est un examen passé par les jeunes britanniques au cours des 2 dernières années de leur éducation secondaire en Écosse. Et les écoles peuvent choisir entre le Level A et l'équivalent écossais. Donc, l'école supérieure avancée. Puis, il commence un cours de philosophie et politique d'économie au New College à Oxford. Donc, il fréquente d'abord en Oxford. Et en 62, mais il abandonne peu de temps après. Il retourne enfin au Ghana. La question c'est pourquoi est-ce qu'il devait retourner au Ghana? Pour enseigner à l'Accra Academy avant d'étudier l'économie à l'université du Ghana à Legon en 1964. Il obtint son baccalauréat en sciences économiques et en 67, il rejoint ensuite The Inner Temple. Inner Temple, de toute façon, vous savez très bien ce que ça veut dire. L'honorable société de l'Inner Temple, the Honorable Society of the Inner Temple, est l'une des 4 Inns of Court qui se trouvent autour du Royal Courts of Justice de London. Donc en Angleterre, Inner Temple représente un des 4 centres de formation des barristers. Donc, son nom provient du fait que chacun de ces instituts de formation est installé dans les locaux d'une partie de l'église du Temple, fondée au XIIe siècle par les Templiers anglais, parce qu'il y en avait de toutes sortes, qui commence lorsque Hugh de Pence, le fondateur et le premier maître de l'ordre, bon, comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire, visita le pays en 1128 pour y chercher de l'argent et des hommes pour les croisades. Donc, ils cherchaient l'argent comme d'habitude, ça c'est leur travail, et des hommes pour aller faire les croisades. Vous savez tout ce que les croisades sont, ce sont les initiatives exterminatrices guerrières, soi-disant au nom de Jesus Christ, pour aller exterminer les peuples et voler, piller ce qu'il y a là-bas. Après qu'il devient propriétaire de la couronne d'Angleterre en 1307 ou en 1307, après l'anéantissement de l'ordre du Temple. Et l'ordre du Temple, c'est un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge dont les membres sont appelés les Templiers. Et c'est à cette époque-là qu'est sortie l'histoire de la mystique européenne. Ce n'est pas véritablement une mystique, mais c'est une histoire à la con, vous comprenez très bien. Et donc par la suite, celle-ci fut donnée à l'ordre saint de Jean de Jérusalem qui loua dès 1312 le temple aux 2 universités d'avocats, l'Inner Temple et the Middle Temple, qui se partagent alors l'utilisation de l'édifice. Dans le Middle Temple, il est à côté de the Inner Temple, honorable société du Middle Temple. C'est l'une des 4 Inns of the Court qui se trouve autour du Royal Court of Justice. Donc, c'est pas très loin. Ils représentent des 4 temps de formation, toujours des barristers. Ils sont à côté l'une à l'autre, comme vous l'observez sur l'image. Peut-être, je pense que ça peut être intéressant de vous citer quelques membres du Inner Temples.
On a Geoffrey Chaucer, William Casterby, Sir Edward Coke, Richard Grenville, Christopher Hatton, James Boswell, et donc Bram Stoker, John Maynard Keynes, Muhammad Ali Dinad et Serstrus Kama. On a John Mortimer et on a aussi Moussa Al-Alami. Ces gens, il faut les voir dans la même source. Sinon, vous n'allez jamais rien comprendre à tout ce qui vous arrive, malheureusement. Il fait donc partie des sociétés des ordres sectaires parce qu'on ne peut pas entrer dans ce type d'institutions-là et comme ça, on fait des écoles avec eux et ça va aller dans la sauce mayonnaise. Non. Pour entrer encore plus loin, parce que ce que Nana Akufo a fait à travers son école et ses études, c'est ce que son père a fait. Son père est entré dans ces institutions-là. Il a été utilisé parce qu'effectivement, c'est un membre d'une famille royale en Afrique. Et donc, il a des possessions et des terres, dont de l'or, Gold Coast. Son père a été un sœur. Donc, il a fait partie de ceux qui ont accepté de se mettre à genoux devant la locodermie et donc effectivement de donner ses terres au locoderme, exploiter son or à condition d'avoir la vie sauve, effectivement, et d'avoir un certain petit privilège de pouvoir sillonner autour des terres locodermiques. Malheureusement, si je résume comme ça, c'est parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Son fils suivra la voie du père et de ses enfants, effectivement, ils suivront cette voie-là, et c'est ce qui a été le cas. Effectivement, ce que Nana Akufo fait, il faut comprendre le lien avec son histoire. Je vous ai dit, il y a un lien entre son histoire, celui de son père, de son arrière-grand-père, vous voyez, ça remonte à très loin. Donc, il n'était pas le seul. Il y a lui, il y a son père, il y a son grand-père, et il y a le père de sa mère. Donc, comprenez aussi que c'est une histoire de corruption qui est très 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 lointaine en fait. Et donc lui n'est que la lignée des corrompus, donc de la lignée des vassaux, des gens qui ont été effectivement sauvagement frappés par la leucodermie et qui ne peuvent que maintenant l'obéir. Mais donc vous ne pouvez pas fréquenter ce type d'école. Et dire à la fin, j'ai fréquenté l'école là et c'est fini. Non, vous devez participer à la vie de ces gens. Et quand ils font des exigences très bizarres, vous devez obéir. Ces gens-là ont tous des mains dans le caca, mes frères. Et si je le dis comme ça, c'est parce que c'est vrai. Dans ces écoles-là, ces enfants font des choses que vous ne pouvez imaginer. Leurs parents les ont déjà apprêtés à faire des trucs très, 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 très sales, mes frères. Très, 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 très sales. Et donc, tous ces gens sortent tous aussi pervers les uns que les autres. Nana Akufo-Addo n'a pas pu être épargné. Effectivement, vu son faciès, vu sa caractéristique déjà génétique et autres, il a sûrement été le punching ball ou le petit mouvementé de la place, parce qu'autour il était entouré de petits leucodermes. Vous allez vous dire que, ah non, il y avait aussi d'autres un peu comme lui, un peu des gens du Nigeria, du Rwanda et vendus. Oui, il y avait sûrement des gens comme ça. Effectivement, peut-être qu'il essayait d'être ami avec des hindous, parce qu'il se dit qu'on est à peu près pareil, mais les hindous, on n'est pas génétiquement pareil. Il ne faut pas confondre les Siddhis de l'Inde et les hindous leucodermes, c'est pas la même chose. Donc effectivement aussi, il y a cette réalité-là. Il a sûrement subi du bizutage comme tout le monde. Son père lui a dit qu'il allait sûrement subir cela. Et il a dit qu'il devait être prêt parce que ces gens, ils sont ce qu'ils sont. De toute façon, vous connaissez le coder, mais le soirée bizutage dans les écoles, les grandes écoles comme ce type d'école, effectivement, c'est pas sûr que c'est la fête foraine qui va sortir. Il a dû subir certaines choses. Il a dû les subir. Mais malheureusement, vous savez, les traumatisés, soit ce qu'ils font, c'est qu'ils se suicident ou ils finissent par aimer leur maître. Comme son grand-père, le père de son père et lui-même, ils ont appris à aimer l'oppresseur, à aimer celui qui les tourmente, à aimer leur voleur, à aimer leur violeur. Et donc à fréquenter et à faire les mêmes écoles que à la fin. Donc il a fait une école d'ordre des Templiers, à proprement parler, c'est ce type d'école qu'il a fait. Ce n'est pas une école où vous allez apprendre comment sauver le Ghana. Ce n'est pas une école où vous allez apprendre comment être panafricain. Quand vous faites ce type d'école, vous n'allez rien apprendre de vous-même. La lobotomisation que le noir subit là-bas, j'ai envie de dire, c'est pas sûr qu'il va sortir panafricain. Il va effectivement sortir comme le Ouattara. En juillet 71,
Après travailler au bureau du Ghana de 1975, dont il a été envoyé en mission là-bas, après avoir réussi effectivement les obstacles des institutions templiorisantes, le codermique, donc sectaire, Akufo-Addo a donc travaillé avec la succursale parisienne du cabinet d'avocats américain Coderth Brothers. Il avait déjà des liens avec effectivement la françaiserie. De toute façon, vous l'avez compris, depuis le père de son père de son père. C'est un cabinet d'avocats basé à New York à forte dimension internationale. Il a exercé donc le cabinet de 1853 à sa dissolution dans les années 2000. Donc plus précisément en 2006. D'après l'histoire effectivement de ce cabinet, donc créé par 3 fils de Charles Courdet, senior, Frédéric René Courdet, Charles Courdet junior, Louis-Léonce Courdet, spécialiste de droit international, et donc notamment représenté des investisseurs privés voulant acquérir les droits de construction du canal de Panama. Pour ceux qui ont suivi ma séance sur Cheikh Anta Diop, notamment Nation Agriculture, lorsque je parlais de Marius de Fontanès, je vous ai dit que Fontanès a été lié à un scandale de corruption, d'usure, lié à la construction du canal de Panama, qui était un plus haut scandale de corruption qui liait effectivement de grands membres politiques français. Et donc, c'est un canal maritime de 80 km de long. Je vais pas vous raconter toute l'histoire. Allez voir le podcast là si vous voulez comprendre des trucs. Mes frères, mes sœurs, on se rend compte que tout est lié, effectivement. Aussi des constructeurs automobiles pneumatiques français ouvrant des usines aux États-Unis, ça c'était à l'époque, et les gouvernements de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne dans la perspective de la première guerre fratricide de l'Ocodermique, et également le Ford Motor Company est un groupe de constructeurs automobiles étrangers dans l'appel réussi de l'affaire du brevet de Selden. On ne peut pas trouver des choses sur ça. Bien que American Lawyer l'ait classé en 2004 parmi les 100 cabinets les plus rentables aux États-Unis, il a été dissous en 2005 après avoir échoué à conclure un accord de fusion avec le cabinet Baker McKenzie. Baker McKenzie, fondé en 1949 par Russell Baker et John McKenzie, est un cabinet d'avocats d'affaires international créé à Chicago aux États-Unis. Il y a des choses pas très nettes qui sont liées à ces histoires. Je n'en parlerai pas trop parce que c'est pas trop l'objectif, mais effectivement, donc, Nana Akufo-Addo a travaillé dans un cabinet, bon, une filiale du cabinet, effectivement, avec des histoires très, très, très étranges, avec des scandales cachés très bizarres. Et après, donc, effectivement, en 1979, il cofonda le cabinet d'avocats Prempeh et compagnie. Dans sa carrière politique, là, on a la participation de Nana Akufo-Addo qui débute dans les années 70 par rapport à son père. Lorsqu'il rejoint le People Movement for Freedom and Justice, le mouvement populaire pour la liberté et la justice, une organisation créée pour s'opposer au modèle d'un gouvernement d'union du Conseil militaire suprême du général Ignatius Kutu Keyampo, né à Accra, c'est un militaire d'État, etc. Nana Akufo-Addo a commencé sa carrière effectivement en 1970, exactement au même moment où son père avait été décliné au pouvoir parce qu'effectivement sa prise du pouvoir avait amené la corruption. Donc il se peut que de base Nana Akufo-Addo connaissait déjà Jerry Rawlings et avait donc une haine envers ce monsieur. Il y a une histoire familiale, une histoire de haine, il y a une histoire de continuité de la volonté du colon qui effectivement amène la famille de Nana Akufo-Addo à continuer à obéir au maître. Donc effectivement, il doit continuer là où son père s'est arrêté, c'est-à-dire de libérer, donc la libéralisation de tous les biens du Ghana à l'Occident. Et donc c'est pour ça qu'il a accepté de se mettre dans ce parti politique. C'était pas effectivement pour sauver le Ghana. Et donc en mai 1995, il fait partie d'un vaste groupe d'élite, l'Alliance for Change, une alliance qui a organisé des manifestations contre les politiques néolibérales telles que l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée et les violations des droits humains de la présidence de Rawlings. En fait, vous avez compris que on dit ici qu'il lutte contre la politique néolibérale. C'est vrai que c'est une politique super dangereuse parce que c'est celle que vous trouvez en Occident. Et effectivement aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'il luttait
des violations des droits humains par la présidence de Rawlings, dont il travaillait affilié avec les ONG. Le président Rawlings, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, je vous ai dit qu'il exécutait les traîtres parce que la traîtrise, c'est la gangrène. La gangrène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la corruption, la prostitution de l'âme va continuer, malheureusement, etc. Donc, il était contre cela, il trouvait cela injuste parce qu'effectivement, il y avait des membres de son parti qui étaient liés à cela. Il est normal qu'on ne puisse pas être totalement en accord avec cette vision-là, puisqu'elle détruit un programme, un planning, un agenda particulier. Donc, de base, c'est un espion envoyé par la chambre de la couronne de la pauvreté britannique. L'organisation s'effondra plus tard en raison de luttes entre des membres pour les postes de direction dans un système politique corrompu, des décisions et des combats, même si elles sont pas très bonnes, ne fonctionnent pas. Vous avez compris, c'était un groupe d'élite. Donc, dans le monde élitiste à vision occidentale, rien de bon, je vous ai dit, rien de bon ne va fructuer, surtout si on veut l'appliquer en Afrique. Donc, c'est pour ça que de tels mouvements finissent toujours par s'effondrer. Et donc, on revient dans les années 90, ils forment une organisation pour les droits civiques appelée Ghana Committee on Human and People Rights.